Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Nous sommes en novembre 2024 et Donald Trump a donc été élu à nouveau président des États-Unis d'Amérique pour les 4 années à venir. Une élection très largement commentée par une presse souvent horrifiée qui n'a eu de cesse, durant toute la campagne, à une écrasante majorité, de promouvoir la candidate malheureuse du Parti démocrate, Kamala Harris, comme si pour nous Français, l'élection américaine constituait un enjeu majeur et une question sur laquelle il convenait à tout prix d'avoir un avis, et de préférence le bon. Une semaine avant l'élection, BFM TV avait même poussé l'offensive au point de commander un sondage portant sur qui les Français préféraient voir gagner, comme si cette présidentielle était la nôtre et qu'il était essentiel d'y choisir un camp, comme si l'avis de personnes vivant à 5000 km du pays concerné avait d'ailleurs quoi que ce soit de pertinent, et comme si, en outre, les personnes répondant à un tel sondage sur une question aussi éloignée de leurs préoccupations allaient prendre le temps d'étudier sérieusement les options, alors même que l'une des deux leur était systématiquement présentée comme la seule raisonnable par 99% de la sphère politico-médiatique. Alors soyons clairs, ici au Fil d'Actu, nous ne sommes pas américains. Les États-Unis sont un pays souverain. Les citoyens américains ont des intérêts individuels et collectifs qui leur sont propres, et lors de leurs élections nationales, ils votent pour le candidat dont ils estiment qu'il défendra au mieux les intérêts en question. Leurs intérêts, pas les nôtres. En conséquence, notre avis sur qui représente pour les Américains le meilleur président n'a strictement aucune pertinence. Nous n'avons pas à juger du choix fait par les Américains, tout comme nous n'avions pas en amont à leur dire quoi faire, à l'instar de tous les commentateurs français, qu'ils soient journalistes, politiques, streamers, personnalités du monde du spectacle, dont le seul intérêt dans l'histoire était de cultiver leur image de marque à peu de frais. Le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers. Ça, c'est très important. Donald Trump will become the 47th President of the United States. Le racisme et la misogynie sont-ils une partie de l'explication de la défaite de Kamala Harris ? Sûrement, on ne peut pas le nier quand on écoute le déroulement de la campagne avec ce qu'on appelait du dog whistle. Vous savez, c'est les choses que l'on peut dire et qui ne sont entendues que par les gens qui doivent l'entendre. Le dog whistle, c'est les sifflets ultrasons pour les chiens. En partant de Trump et de son discours contre les élites, on va s'interroger ensemble sur l'efficacité de ce discours anti-élite aux États-Unis, mais aussi chez nous, en France. Et pour en parler, j'accueille... Pour autant, il ne faudrait pas conclure de cette entrée en matière qu'il n'y a rien à dire de l'élection américaine et qu'il faudrait se désintéresser de son résultat. Tout simplement parce que, dans l'ordre mondial qui est encore le nôtre, ce qui se passe aux États-Unis affecte nécessairement le reste du monde. Et à plus forte raison dans un contexte de profonde reconfiguration économique et géopolitique dont l'élection de Donald Trump constitue à la fois un symptôme et le début d'une nouvelle phase. Et c'est cela qui aujourd'hui mérite à nos yeux d'être analysé. Que dit aujourd'hui l'élection de Donald Trump de l'État de l'Amérique et au-delà du monde entier ? Quels changements cette élection va-t-elle précipiter ? Qu'augure-t-elle pour la suite de l'histoire ? Et quelles leçons devons-nous en tirer ici en France ? C'est ce que nous allons tenter d'aborder ensemble dans cette vidéo du Fil d'Actu. Mais avant cela, nous prenons quelques secondes pour vous informer que nous sommes un média 100% indépendant qui ne vit que du soutien de son public. Aussi, si l'analyse que nous nous apprêtons à partager vous semble enrichissante, nous vous inviterons à la fin de cette vidéo à devenir vous aussi contributeur du Fil d'Actu à hauteur de quelques euros par mois via notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien est accessible dès maintenant sous cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, pas d'inquiétude, on vous dit tout en fin d'émission. En attendant, place à l'info et place à la réflexion. Let me ask you tonight, do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. I also believe that the people who know him best on this subject should be trusted. Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler, l'homme qui est responsable de la mort de 6 millions de Juifs et de centaines de milliers d'Américains. Il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent « Ah, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision ». Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle.
Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Je vais vous donner un autre exemple tout bête, c'était dans la campagne précédente. Ses arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, ça c'est quelque chose que Hitler a utilisé en 1932. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle et une volonté de force et de violence très claire à ce point-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire-là. Vous utilisez le mot fascisme? Oui. Vraiment? Really? Vraiment? Oui, c'est du fascisme. À la sauce américaine, mais c'est du fascisme. Take a look at what happened. Le tout dans une sorte d'inversion de valeurs permanente, une rhétorique dans laquelle les mots n'ont plus de sens et les outrances sont répétées à l'envi pour finir par en faire une vérité par la force. Actually, reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. Please open your eyes to the danger that this man poses to our country, because I think it is clear and present for anybody paying attention. Au Madison Square Garden, et on va voir les images, un meeting nazi. Un programme politique rédigé par la très influente Heritage Foundation pour instaurer une dictature trumpienne en 2025. Ça pose la question de quelle conception de la démocratie a Donald Trump, et donc est-ce que c'est un thème de campagne? Ça arrive très loin dans les priorités de la vie quotidienne des Américains, malheureusement au même niveau que le changement climatique par exemple. C'est lui qui parle d'un ennemi de l'intérieur, d'un ennemi de l'intérieur. Il parle du peuple américain, il suggère qu'il pourrait tourner l'armée américaine contre le peuple américain. Misinformation about the shooting flooded the internet. The implication being that the assassination attempt had been staged. Aux États-Unis comme en France, les chantres de l'extrême droite ont réussi cette prouesse, proférer des propos haineux et de la désinformation de masse au nom de la liberté d'expression. Et le pire, c'est que ça marche. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, puisque Kamala Harris, grâce à cet argument, peut rassembler tous les démocrates, les plus progressistes, ceux qui doutent encore de sa candidature. Si je vous demande qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Kamala Harris, que me répondez-vous? Je dis qu'elle a fait une seule faute, c'est d'être née femme. Et écoutez bien ce qu'on a entendu. On a entendu Kamala Harris, on a entendu Barack Obama dire que Donald Trump était un fasciste, que c'était Hitler. On a dit qu'on n'était pas dans l'invective ce matin. On est dans les résultats de la présidentielle. On a entendu des choses. Quand j'entends quelqu'un qui traite de criminel, quand un monsieur traite... Vous savez, il est 6h30. Les gens se réveillent et nous regardent. On coupera vos micros si vous ne vous arrêtez pas. Et le nouveau président de la première puissance mondiale est donc Adolf Hitler. Du moins, à en croire toute la campagne menée depuis des semaines, depuis des mois même, par les opposants aux candidats républicains nouvellement élus. Une campagne complaisamment relayée par toute une partie de la presse américaine, par la quasi-intégralité de la presse européenne, et validée par Kamala Harris elle-même, qui n'a pas hésité à qualifier Trump de fasciste mercredi 23 octobre devant les caméras de CNN. Une Kamala Harris qu'en réponse ses adversaires n'étaient pas en reste pour la dépeindre, elle, en communiste, marxiste, prête à transformer les États-Unis en nouvelle Union soviétique. Kamala Harris, I call her comrade because she is a radical left Marxist. It's the ideology of a communist, and this country is not ready for that. It's been tried before, Guy. Last century, we saw hundreds of millions of people killed under the guise of equal outcomes. So if you're going to advocate for that, you have to look at the history of that advocacy and see that Marxism, socialism, progressivism, and communism always result in gulags, death, and really a kind of poverty that's unmatched. Hitler d'un côté, Staline de l'autre, un choix donc bien difficile pour les Américains.
Le problème là-dedans n'est pas tant dans l'usage par les militants de ces comparaisons historiques douteuses à des fins polémiques sur les réseaux sociaux, que dans le fait que les journalistes, des politiques, des intellectuels, des influenceurs, bref, des gens ayant un accès privilégié aux médias et supposés contribuer à notre compréhension des grands événements politiques, aient réussi à se convaincre eux-mêmes que c'était là la réalité des choses et que Donald Trump notamment était bel et bien un nazi. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien président dit clairement que s'il est réélu, les Américains n'auront plus besoin de voter. Un des rares pouvoirs qui restait aux citoyens dans une démocratie au bord du gouffre. Nous pourrions bien être en train de vivre les dernières heures de la démocratie américaine. Or, si nous jugeons ici cette analyse comme particulièrement affligeante, c'est parce que fondamentalement, elle traduit une incompréhension totale du fonctionnement de l'histoire, qui ne peut mener qu'à une incapacité absolue à donner du sens aux événements. Penser que Trump serait fasciste ou nazi, penser d'ailleurs tout autant que Harris serait communiste, mais ce n'est pas le sujet du jour, c'est s'imaginer que les idées tombent du ciel et ne naissent pas de la réalité matérielle d'une époque particulière. Le fascisme, comme le nazisme en tant que phénomène politique, trouvent leurs racines dans les contradictions propres aux sociétés européennes de la première moitié du XXe siècle, en proie à une profonde crise du capitalisme industriel et aux ravages de la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte particulier, il constitue la réponse spécifique de certains groupes sociaux touchés d'une manière particulière par la crise aux aspirations d'autres classes ambitionnant de prendre les commandes de l'ordre social. Et ce n'est que dans ce contexte, très différent de celui dont il est aujourd'hui question, que l'on peut les comprendre. Afficher son opposition au fascisme aux États-Unis en 2024, c'est peut-être très valorisant pour son propre ego, mais c'est aussi pertinent que de partir en croisade contre le bonapartisme en 1930 en Mandchourie ou contre le tsarisme dans les années 80 en Afrique du Sud. C'est tout simplement hors de propos. Et c'est d'autant plus dommage que les événements auxquels on prétend ainsi réagir ont bel et bien un sens. Et tenter de trouver ce sens, c'est bien plus compliqué que de s'inventer une vie de Jean Moulin. Et il y a un risque certain de passer à côté de ce que l'on cherche, ou de tâtonner longtemps pour n'en trouver qu'une partie. C'est néanmoins ce que nous allons tenter de faire ici, tout simplement parce que c'est notre rôle en tant que médias, et que, contrairement à tous les paresseux qui vous parlent depuis les plateaux de télévision, nous n'y avons pas renoncé au fil d'actu. Alors, comment comprendre l'élection de Donald Trump ? Pour cela, il faut commencer par prendre en compte le fait qu'elle intervient dans une période charnière de l'histoire des États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en effet, les États-Unis d'Amérique sont la puissance qui domine les relations internationales, qui règne sur les échanges et sur le jeu géopolitique, et par là même en détermine la majeure partie des règles, toujours pensées dans son intérêt, ou du moins dans celui de sa classe dirigeante, les détenteurs du capital financier qui ont supplanté l'ancienne bourgeoisie industrielle dans ce rôle à compter de cette même époque. De concert avec la finance, les États-Unis ont assis leur suprématie dans les années 1970 avec la levée des barrières aux échanges internationaux, ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la mondialisation, et l'affirmation du rôle central du dollar comme instrument de ces échanges. Puis, ils ont confirmé cette suprématie dans les années 1990 avec la désintégration définitive de ce qui tenait lieu de seul concurrent sérieux à son modèle économique et à son ordre géopolitique, le modèle collectiviste soviétique et l'alliance des pays ayant adopté ce modèle à travers le pacte de Varsovie, équivalent de l'OTAN pour le bloc de l'Est. En gros, parce qu'il faut bien résumer. Toute cette période fut bien sûr pour la classe dirigeante américaine synonyme d'âge d'or, la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services, parfois imposés par la force et par le soutien à des dictatures militaires sanglantes, les privilèges conférés par la suprématie du dollar, combinés à l'extraterritorialité du droit américain, eh bien tout cela lui permettait de prospérer. Toutes ces questions, nous en avons longuement parlé il y a un an dans notre vidéo sur l'émergence des BRICS. Aussi, si le sujet vous intéresse particulièrement, nous vous renvoyons à cette vidéo. Vous trouverez le lien en commentaire en dessous de celle que vous êtes à cet instant en train de visionner. Mais pendant que la finance américaine et dans son sillage tous les travailleurs tertiarisés œuvrant à son essor vivaient leur meilleure vie dans une poignée de mégalopoles concentrées sur les côtes du pays, dans le reste des États-Unis, les choses étaient plus compliquées. Tout particulièrement les régions industrielles, d'une Amérique que l'on pourrait qualifier de périphérique, même si géographiquement elle se trouve au cœur du pays,
subissait les conséquences des délocalisations massives, le déclin, le déclassement généralisé, bien loin du rêve américain auquel ses habitants avaient sincèrement cru. Une trajectoire qui évoque bien sûr celle de la France périphérique, à quelques différences près néanmoins. Premièrement, le statut de superpuissance des États-Unis leur confère certains privilèges qui ruissellent nécessairement sur l'ensemble de la population, ralentissant ainsi le basculement de toute une partie de cette population dans le rang des perdants de la mondialisation. On pense ici à la manière dont la suprématie du dollar protège le pays des risques liés à son endettement. Là aussi, tout cela est détaillé dans notre vidéo sur les BRICS. Deuxièmement, le fait que l'État central ait toujours joué un rôle plus restreint aux États-Unis que chez nous induit des problématiques différentes, sans rentrer dans les détails, car ce serait là l'objet d'une vidéo à part entière. Et troisièmement, le rôle particulier joué dans l'essor du pays, de construction récente, par la bourgeoisie industrielle, là où en Europe cet essor a des racines plus profondes. Cela, combiné à la présence sur le territoire d'une industrie extractive non délocalisable, ainsi qu'à la conscience de la nécessité de sécuriser certaines activités stratégiques pour conserver sa position dominante, ont fait que la désindustrialisation, la destruction des activités productives, ont été, aux États-Unis, bien moins poussées que dans nos pays d'Europe occidentale. Mais quoi qu'il en soit, nous parlons là d'une époque qui, par bien des aspects, touche aujourd'hui à sa fin, et qui, par d'autres, est d'ores et déjà révolue. En effet, cet ordre mondial, hérité de la Seconde Guerre mondiale et de la conférence de Bretton Woods, bâti autour des intérêts de la bourgeoisie financière occidentale et tout particulièrement américaine, a du plomb dans l'aile, parce qu'il est contesté, au sein même des pays d'où il s'est répandu, par la portion croissante de la population qui subit les effets néfastes de la destruction de l'appareil productif qui en résulte. Parce que la nécessité pour ce modèle de s'étendre toujours plus, de déteindre sur l'ensemble des aspects de la vie, fait que les effets néfastes en question pèsent toujours plus sur de plus en plus de monde, mais aussi parce que sur la scène internationale, les pays ayant accueilli l'appareil productif et le savoir-faire occidental, à la seule fin initialement de satisfaire les impératifs de rentabilité de la finance, en ont profité pour développer, pour leurs propres intérêts, leur propre puissance industrielle et leur propre capacité d'innovation, au point d'être désormais en capacité de disputer à l'Amérique sa suprématie, de remettre en cause sa prétention à être le gendarme du monde et à soumettre la planète à sa seule volonté. Le BRICS n'est pas un groupe idéologique, ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas la Ligue arabe, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la réunion ponctuelle de pays qui ont une croissance qui bute sur des lois qu'ils estiment comme étant anachroniques. Si demain l'Inde fabrique, je ne sais pas, des trains, des TGV où il y a des composants américains, eh bien elle ne pourra pas les exporter dans les pays sous sanctions américaines. Ce sont ces entraves d'un autre âge que ces pays-là qui s'estiment dans leur droit de se développer et de s'épanouir économiquement, trouvent que ce sont des entraves presque anachroniques, qui ne sont pas dignes de notre époque. L'augmentation des règlements en monnaie locale permet de réduire les paiements de services de la dette, d'accroître l'indépendance financière des pays BRICS, à libérer le développement de l'économie de la politique, si tant est que cela soit possible dans le monde aujourd'hui. Youngstown was once a great American city. 50 years ago, there were 25 miles of steel mills up and down the Mahoning River. Men like Todd left high school, found work in the factories, and moved their families into the middle class. But then came the reckoning. It took 150 years to make Youngstown rich, but less than a generation for it to fall. Today, Youngstown is the poorest city in America. It's lost 40,000 manufacturing jobs and more than half of its total population. For most of the people here, it feels like there's a vortex beneath the city. Over the past 30 years, there's been a dramatic rise in depression, addiction, violence, and suicide. So many people die each day from opioid overdoses, the county coroner can't handle all the bodies. Est-ce que Donald Trump, c'est la masculinité toxique? Ah oui, absolument, oui. Ah oui, absolument. Et puis il s'en revendique, il est allé chercher ça, c'est-à-dire qu'il est allé chercher... comment vous expliquez que toute une population ait voté majoritairement pour lui? Eh bien, c'est ce que j'appelle le backlash, la ligne, et qu'elle soit allée chercher... Est-ce que vous avez vu le détail du vote dans le détail? Les femmes ont davantage voté pour lui que la dernière fois.
Il y a eu les femmes, j'ai vu ce graphique avec les femmes, donc il y a une population blanche qui a plus voté pour lui, et puis il y a les hommes. Il y a les hommes. Oui, eh bien je vous dis, si toutes les femmes étaient féministes, on gagnerait, on est 52%. Voilà. Ce phénomène, aujourd'hui, a un nom, démondialisation. Un processus inéluctable, car il est le fruit de l'évolution logique des forces productives qui met l'Occident face aux conséquences de la destruction par sa propre classe dirigeante de son appareil de production, et exacerbe en son sein un conflit entre des intérêts désormais incompatibles. Pour la classe dirigeante, aller toujours plus loin dans un modèle qui s'effondre sous ses pieds, quitte à entraîner le monde entier dans sa chute pour espérer vivre un jour de plus. Et pour les peuples, reconstruire une industrie, une agriculture, reprendre le contrôle sur les moyens de production en vue de répondre à leurs besoins nationaux, sous peine de se voir effacés de l'histoire. Ça, c'est notamment la question qui se pose à la France et aux autres grands pays d'Europe. L'enjeu est de taille, mais les termes sont relativement simples. Pour les États-Unis, comme nous l'avons vu, les choses sont un petit peu plus complexes. Certes, la classe dirigeante a, là aussi, fondamentalement intérêt à tout faire pour repousser le moment où la vague de la démondialisation déferlera sur elle, et les producteurs ont, eux, fondamentalement intérêt à anticiper ce moment en donnant la priorité à la reconstruction d'une économie intérieure protégée. Mais pas uniquement, car prendre acte de la démondialisation, l'anticiper, c'est certes, pour les producteurs américains, lutter pour leur survie, mais c'est aussi hâter le moment où le pays perdra son statut de puissance dominante, et donc tous les privilèges associés, des privilèges qui profitent également aux producteurs américains. Et du côté de la classe dirigeante, tenter de pousser toujours plus loin un modèle en bout de course, c'est certes lutter pour sa survie, mais c'est aussi prendre le risque de perdre bien plus que sa seule place de classe dirigeante en rompant totalement le compromis qui existe aujourd'hui entre elle et les producteurs américains. Un compromis sur lequel l'unité du pays s'était entièrement bâtie, là où celle des pays d'Europe s'est construite au fil des siècles et existait bien avant que la bourgeoisie ne prenne la tête de l'organisation sociale. Pour parler crûment, c'est donc pour les États-Unis prendre le risque d'une nouvelle guerre civile, et au-delà de l'éclatement du pays construit par et pour sa classe dirigeante. Nous le voyons, le processus historique de démondialisation met les États-Unis dans une position très délicate, où toutes les contradictions profondes nées de son modèle ressurgissent violemment. Que faire dans ces conditions ? Continuer à jouer comme si de rien n'était la partition de la puissance régnante en sachant que cela ne fera que renforcer la détermination et la force de ceux qui aujourd'hui leur contestent ce rôle ? Ou se replier sur leur base nationale pour espérer être plus solides quand inévitablement ils perdront leur suprématie, tout en sachant que cette attitude précipitera aussi le moment de bascule ? Ou encore, trouver une voie médiane entre ces deux positions, visant à ménager les intérêts de groupes sociaux certes antagoniques, mais présentant également chacun des contradictions internes, en gardant en tête que chaque groupe joue sa survie, mais que de leur opposition peut également advenir la guerre civile et la mort de la nation. Sans l'ombre d'un doute, les changements en cours confrontent les États-Unis à la crise la plus profonde de leur jeune histoire et font peser sur le pays une menace existentielle. Et c'est uniquement dans ce contexte particulier de fin d'un monde que l'on peut comprendre les élections américaines de 2024, leur déroulé et leurs résultats. In places like Youngstown, people find themselves caught between two worlds: the vanishing, stable way of life and a new, uncertain future that's spread through the American interior. Throughout your history, Youngstown and the Mahoning Valley have been at the heart of this nation and its life. For decades, presidential candidates from both political parties have made the pilgrimage to Youngstown, promising to revive the middle-class industrial economy. 1 million square foot mill right here in Youngstown. But nothing has stopped the city's decline. Since the fall of the steel mills, the public bureaucracy has taken over as the dominant social and economic institution in Youngstown. The top 10% of the population works in the public bureaucracy and runs a vast network of social programs, while the bottom 50% survives on public assistance, disability, or is currently incarcerated. In the 44509 zip code on Youngstown's west side, 41% of all working-age men are unemployed or out of the labor force, and 69% of all families are headed by a single mother. Life without cameras was a big change for us.
I think it's time to see a whole new side of the family. So how does it feel to be back? We've had so much time off. We've kind of gone into our own worlds. I'm excited for this new chapter, and I've been in this game long enough to know that you just have to be yourself. They're gonna like you for who you are, not what you wear. De manière simpliste, on pourrait donc voir Donald Trump comme le candidat des intérêts de l'Amérique des producteurs, articulé à ceux des grands industriels, et Kamala Harris comme la candidate des intérêts de la finance, de ses agents, de ses VRP du monde de la culture et de ses domestiques. Sauf que les choses sont évidemment plus complexes, dans un pays où chaque groupe social a pour l'instant besoin de l'autre pour survivre. Cette complexité fait que chaque candidat était, bien plus que celui d'un groupe social particulier, celui d'un arbitrage particulier entre les intérêts de chacun, d'un agencement particulier de ces groupes. Depuis la France, il a pu nous sembler que Trump et Harris étaient frontalement opposés. Tout a d'ailleurs été fait pour nous présenter les choses de cette manière. Mais en réalité, au-delà du style, de l'image que chaque candidat cherchait à donner, la différence de fond n'était pas si marquée que cela. Bien sûr, Kamala Harris et derrière elle le Parti démocrate incarnaient davantage le business as usual d'une Amérique dans le déni, et Trump et les républicains le repli sur l'intérieur. Mais dans les faits, tout n'était pas aussi tranché. D'ailleurs, si une chose est à retenir de la présidence du démocrate Joe Biden, dont Harris assurait la vice-présidence, c'est bien ses choix en matière de protectionnisme économique et son attitude envers la Chine, donnant à voir une certaine continuité avec ceux opérés par Trump lors de sa première présidence. Pour autant, le fait est que c'est bien Trump et non Harris qui a été élu, et ce, avec une très large majorité, et que cette élection n'est pas un hasard. Elle est la tentative d'une nation remise en cause dans ses fondements même de survivre au bouleversement que la montée en puissance des pays des BRICS est en train de provoquer. Une tentative soutenue principalement par les producteurs de l'Amérique périphérique, ceux dépeints il y a quelques années dans le livre autobiographique Hillbilly Elegy par l'auteur J.D. Vance, qui doit, à tout sauf au hasard, d'être désormais le vice-président des États-Unis, et par les héritiers de l'ancienne bourgeoisie industrielle, fort bien représentés par le patron de Tesla, Elon Musk, au détriment d'une finance qui n'a eu de cesse de condamner Trump, mais dont Trump sait très bien qu'il doit également compter avec elle. Cette tentative peut-elle réussir ? Rien n'est moins sûr, tant les contradictions auxquelles l'Amérique doit faire face sont énormes, et tant chaque arbitrage que Trump devra mener le conduira à faire face à de nouvelles difficultés. En cela d'ailleurs, l'élection de Trump ne représente qu'une étape de l'histoire, qui nécessairement en appellera d'autres. Sur le grand échiquier mondial qui se reconfigure en temps réel sous nos yeux, l'Amérique se bat et elle n'a pas fini de se battre. Sachant cela, la question qui maintenant doit nous intéresser n'est pas tant celle de ce qu'elle fera, elle, que celle de ce que nous, Français, avons désormais à faire. Car nous vous le disions en introduction, les intérêts des Américains ne sont pas les nôtres. Partant de là, si l'élection de Donald Trump peut pour les Américains sembler plus sage que le déni de réalité, cette élection ne constitue en rien pour nous une bonne nouvelle. S'imaginer aujourd'hui que Trump est notre ami, qu'il va nous épargner si ce qu'il estime être l'intérêt de son pays implique de nous rouler dessus, est le signe à minima d'une profonde naïveté. But with the vision I'm outlining today, not only will we stop our businesses from leaving for foreign lands, but under my leadership we are going to take other countries' jobs. Did you ever hear that expression before? Have you ever heard? That we're going to take other countries' jobs? It's never been stated before. We're going to take their factories, and we had it really rocking 4 years ago. Donald Trump ne travaille pas pour la France. Et en réalité, la démondialisation, que son élection, comme nous l'avons vu, risque fort d'accélérer et d'intensifier, ne nous sera certainement pas profitable si nous ne prenons pas, nous aussi, les mesures nécessaires pour y faire face. Ce sera, si nous ne faisons rien, des guerres commerciales incessantes, de nouvelles fermetures d'usines, de nouvelles délocalisations, une balance commerciale qui continuera de plonger, toujours moins de croissance, toujours plus de déficit, toujours plus de chômage et de pauvreté, toujours plus de pénurie. Et si, alors que tous les autres acteurs internationaux décident, un par un, de se recentrer sur leur marché intérieur et sur leur souveraineté alimentaire et industrielle nationale, si dans ce cas de figure, nous laissons la classe dirigeante européenne s'obstiner à pousser toujours plus loin sa logique de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes envers et contre tout,
sans prise en compte du fait que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 10 ans, ce sera pire encore sur tous ces points et l'Europe achèvera de se tiers-mondiser. Avec leurs spécificités, leur histoire particulière, leur réalité propre, qui font qu'il serait ridicule d'essayer de les imiter, les États-Unis tentent aujourd'hui, avec des moyens inédits, de se sortir de l'impasse historique dans laquelle leur classe dirigeante les a mis. À nous, Français, désormais, de trouver notre voie, nécessairement nouvelle, car correspondante à une situation encore jamais vécue jusqu'à maintenant, afin d'y parvenir nous aussi, et de ne pas laisser notre pays s'effondrer avec sa classe dirigeante. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à y voir un peu plus clair sur le sens de l'élection de Donald Trump. Avec cette vidéo, nous n'avons pas la prétention d'avoir couvert à 100% ce sujet complexe, évidemment. Nous avons fait un choix, celui d'un éclairage particulier, en étant bien conscients que les Américains n'ont évidemment pas tous voté en ayant en tête les grands mouvements de l'histoire évoqués ici, mais avec en tête l'idée qu'il était plus intéressant d'ici de comprendre ce que l'élection américaine dit des grands mouvements structurels du monde, des grandes dynamiques sociales à l'œuvre, plutôt que des motivations d'une multitude d'individus. Cela ne signifie bien sûr pas que cet éclairage est le seul qui doive vous intéresser, et nous vous invitons à explorer d'autres aspects de l'élection américaine par vous-même si vous le souhaitez. Concernant ce que nous avons décidé de traiter, nous espérons avoir été relativement exhaustifs, même si, dans la mesure où nous parlons de grandes transformations encore en cours, il est difficile d'affirmer que notre lecture des événements tape à 100% dans le mille. Nous pensons néanmoins qu'elle va dans le bon sens, qu'elle a le mérite d'exister, au milieu de l'affligeant spectacle des analyses dignes d'enfants de 5 ans que nous ont offert les plus éminents représentants de la sphère politico-médiatique ces derniers jours. Si vous êtes au moins d'accord avec cela, nous vous invitons bien sûr à partager cette vidéo autour de vous et à faire connaître notre travail à tous ceux qui pourraient intéresser. En outre, si vous pensez qu'il le mérite, nous vous invitons à soutenir notre travail à hauteur de vos moyens via notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien disponible en description sous cette vidéo s'affiche actuellement sur vos écrans. Vous vous en doutez, pour pouvoir mener les réflexions qui sont les nôtres, nous avons besoin de rester 100% indépendants, de ne dépendre ni de riches mécènes, ni d'entreprises privées, ni de subventions d'État. Or, faire tourner une chaîne YouTube, c'est un travail à temps plein, en l'occurrence celui de 2 personnes, notre réalisateur Johan et notre rédacteur Tommy, en plus de mon travail de présentatrice, que j'assure personnellement à titre bénévole. Pour pouvoir faire ce travail librement, nous avons donc besoin de vous et de votre soutien. Depuis l'appel que nous avons lancé le mois dernier, vous avez été plus de 250 à rejoindre les rangs de nos tipeurs réguliers et on vous en remercie infiniment, car vous avez ainsi donné au fil d'actu une bouffée d'air frais et vous nous avez permis d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité et on vous en dira un peu plus très bientôt sur le sujet. Donc encore une fois, 1000 merci à tous. Et si vous aussi vous souhaitez contribuer à faire vivre le fil d'actu, et on insiste là-dessus si et seulement si vous en avez les moyens, vous êtes donc chaleureusement invité à devenir tipeur de l'émission. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur notre page Tipeee, le lien est en barre d'infos, de choisir une formule de soutien ou un montant libre, unique ou mensuel, de choisir un moyen de paiement et de vous laisser guider par la plateforme. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour conclure, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, mais surtout ça améliore le référencement de la vidéo et donc la visibilité de la chaîne, et c'est donc un véritable moyen de nous aider. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donner votre avis en commentaire, ajouter des compléments à ce que nous développons dans cette vidéo, et discuter entre vous du sujet en prenant le temps de chercher à vous comprendre. Pensez enfin à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications, et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook, pour être sûr de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis au nom de toute l'équipe, à très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.